Bonjour à tous, bienvenue pour cette session où nous allons parler des IA et de leurs applications dans les entreprises. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation de 1 heure où on aura pour objectif de vous vulgariser qu'est-ce que les IA peuvent faire et surtout de vous montrer qu'elles sont accessibles et qu'elles peuvent modifier votre quotidien. Donc on oriente vraiment aujourd'hui cette discussion sur des usages métiers. L'objectif, c'est pas d'appréhender de manière technique l'IA, mais plutôt de voir son potentiel et de pouvoir en ressortir avec des idées afin de mieux comprendre quelles sont les limitations et le fonctionnement de celle-ci. Donc, si ça vous va, on va passer sur le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir que les IA peuvent être appliquées dans 5 directions métiers. L'objectif, c'est vraiment de spécifier sur ces cas-là l'achat, le RH, le FinTech, le marketing, vraiment pour pouvoir nous concentrer sur vos besoins. Et donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est d'y voir plus clair et de pouvoir en ressortir avec quelques grandes idées. Et on aura une phase de questions-réponses qui est là aussi pour vous aider à mieux comprendre comment ces outils peuvent venir vous aider dans votre quotidien. Donc, on va passer sur le programme de ce soir. Donc, on va faire un petit tour de table d'abord sur qui sommes-nous. Donc, je ferai une petite présentation de qui je suis, quelles sont les personnes qui vont être présentes dans cette intervention. On va voir un peu quelles sont les IA. L'idée, c'est de mieux maîtriser votre vocabulaire, de mieux appréhender derrière ce grand mot qui veut un peu tout et rien dire, qu'est-ce que ça fait concrètement. Et pour mieux comprendre qu'est-ce que ça fait concrètement, on va vous illustrer ça sur quelques exemples, donc en vision et en NLP. Le NLP étant l'approche sur les IA qui sont sur le langage, sur les textes, et donc qui peuvent avoir beaucoup d'usages dès qu'on a des documents, dès qu'on doit travailler avec de l'audio, dès qu'on doit échanger avec de l'écrit. On passera ensuite sur des cas pratiques qui vous permettront de voir comment nous, on a imaginé l'IA dans vos métiers. Et évidemment, la phase finale, ce sera à vous de nous poser des questions, d'essayer de mieux comprendre en quoi cela peut vous aider et de voir l'intérêt de tout cela dans vos métiers. Donc sur la slide suivante, voilà, on a une petite présentation de qui je suis et de Julien qui nous accompagne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi je suis le directeur de l'Executive Master IA pour les managers innovants. Donc c'est un programme que nous avons monté et qui commencera en octobre et dont l'objectif est de permettre à des fonctions non techniques de mieux appréhender l'IA et d'être capable d'être autonome dans sa définition de ses besoins et de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Donc vraiment, c'est des outils qui sont là pour vous aider à mieux vous en sortir. En termes de background, donc je suis entrepreneur en haute technologie, donc on dit deep tech dans le milieu startup. Donc j'ai monté une boîte pendant 4 ans sur de la reconnaissance vestimentaire dans le domaine du fashion. Et donc j'ai pu parcourir tous les enjeux qu'il y avait autour de l'IA, mais aussi des contraintes qu'il y avait à les faire fonctionner. Donc on aborde à ce moment-là les sujets de coûts, de recrutement, de profil, d'évaluation, de suivi de projet. Et donc c'est des choses que j'ai découvert sur le tas. Et mes associés qui étaient de profil business ont découvert eux aussi ces choses-là par l'expérience. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de retransmettre ces choses que j'ai appris. En termes de background, je suis ingénieur et docteur en intelligence artificielle. Donc, à l'époque, on appelait ça pas l'intelligence artificielle. On appelait ça la vision par ordinateur, parce que j'ai une spécificité dans la vision. Mais c'est aussi là aussi le but de cette présentation, c'est de vous aider à mieux comprendre tout le vocabulaire qu'il y a autour de l'IA. Et donc, je suis fondateur aujourd'hui de 2 sociétés. Une société qui s'appelle Just AI, qui a pour objectif de faire de la formation pour des profils non techniques, d'où l'exec master IA que nous montons aujourd'hui. Et on vise aussi des personnes en région professionnelle ou au chômage. Et on a donc dans cet exec, on vous présentera aussi comment l'IA et ses métiers autour peuvent être des méthodes pour faire de la réinsertion professionnelle ou recréer de l'emploi dans des situations qui peuvent être un peu complexes. Et l'autre société, Couping, est une startup deep tech. Donc on revient dans l'exercice de réussir à construire un produit scalable, innovant et répétitif. Je laisse la parole à Julien, donc qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Marc, merci pour cette introduction. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner Marc sur quelques cas d'usage et parler un petit peu d'exemples concrets plus tard dans la présentation. Donc de mon côté, j'ai un background d'ingénieur technique évidemment.
J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le milieu de la mobilité, que ce soit dans des grands groupes aéronautiques et aérospatiales, et plus récemment dans des startups technologiques sur la mobilité et le social business. J'ai aussi eu le plaisir de co-créer plusieurs startups, dont la dernière s'occupe en fait de produits d'assurance sur les thématiques du voyage. Voilà, je te redonne la parole, Marc. Merci. Donc, sur la slide suivante, on va avoir une petite... donc, vous allez voir, j'ai une stylistique de planche qui peut être atypique. Faut s'habituer au personnage, on va dire. Mais voilà, c'est quoi une IA? Et donc, c'est comme le début du réapprentissage de l'écriture et de la lecture. Donc, quand on est enfant, on nous fait apprendre des lettres, des sons, on nous les illustre. Aujourd'hui, si je vous dis d'aller chez le médecin et que vous avez mal aux pieds, vous n'irez pas voir le même médecin que si vous avez mal aux oreilles ou si vous avez un problème, une jambe cassée. Et ben pour l'IA, c'est la même chose. En fait, aujourd'hui, quand vous voulez faire de l'IA, il y a plein de métiers qui sont derrière, il y a plein de compétences et que finalement définir ce qu'on veut, il faut connaître son vocabulaire. Donc, l'objectif vraiment là, c'est de vous aider à faire ça. Et donc, pour aller sur la planche suivante, on va pouvoir vous ai mis en fait, on va pouvoir voir en fait les grands concepts que vous avez déjà dû entendre parler. Donc intelligence artificielle, data science, sont des vocabulaires qu'on trouve souvent dans le domaine grand public. Donc moi, ce que je vais illustrer sur cette planche-là, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui date des années 45-50. Donc on n'est pas dans un sujet qui est ultra hype quand on parle d'intelligence artificielle, mais on est vraiment sur une science qui a émergé il y a très longtemps et qui a eu ses phases hautes et basses. Et entre autres, une des phases hautes, ça a été quand le machine learning est apparu. Donc le machine learning est apparu dans les années 80, lorsque des méthodes ont été capables d'apprendre sur des exemples. Donc on avait des exemples, par exemple pour les spams, vous avez des emails de spam, des emails non spam, et on va essayer d'extraire les caractéristiques qui vont permettre ensuite d'apprendre à notre anti-spam de faire la différence entre un email de spam et un email de non spam. Et donc là, on est sur des technologies qui ont commencé dans les années 80. Ensuite, en 2010, il y a eu ce qu'on appelle le deep learning, et pris le nom par conséquent public d'intelligence artificielle. Et le deep learning est en fait la brique technique qui nous permet aujourd'hui de dire que les IA sont devenues très performantes et sont en train de changer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les IA font des grands sauts de performance et qu'on est sur une technologie qui peut vraiment révolutionner beaucoup de domaines. Donc depuis 10 ans maintenant, on a cette technologie qui arrive dans le domaine du son, dans le domaine de l'image, dans le domaine des emails, dans tous les domaines métiers qui pourraient avoir besoin de nouvelles technologies. Et donc autour du deep learning, maintenant qu'on a compris que finalement quand on parle d'IA, on entend souvent deep learning, on entend aussi de dire ce serait bien du deep learning, mais très bien, il faut que je l'applique dans mon domaine. Et donc si vous faites finalement une application de la science dans un domaine, vous faites de la data science. Donc quand vous cherchez un data scientist, vous cherchez finalement quelqu'un qui a une compétence en informatique, donc computer science, IT, qui a une compétence aussi mathématique et statistique, donc qui peut comprendre finalement comment la donnée peut évoluer, et qui doit avoir une compétence aussi dans le domaine dans lequel ces données et cette technologie informatique vient s'appliquer. Donc c'est là quand vous cherchez un data scientist. Lorsque vous avez la possibilité de faire que l'un ou l'autre, c'est-à-dire quand vous faites de la computer science et des mathématiques, vous faites à ce moment-là du machine learning. Et lorsque vous faites de la computer science dans un domaine, vous faites du logiciel. La dernière étape, c'est évidemment quand vous faites des mathématiques dans votre domaine, c'est de la recherche traditionnelle. Donc vraiment, là, l'idée, c'est de pouvoir poser quelques mots-clés que vous avez déjà sans doute entendu parler et de pouvoir vous aider à les positionner. On voit donc que le machine learning, c'est de l'informatique avec des maths, et donc le deep learning est une sous-catégorie du machine learning. Donc voilà, si on part sur la slide suivante, une petite illustration pour vous montrer pourquoi le deep learning est devenu une chose hype en fait, quelque chose de vraiment performant, de quelque chose qui a envie qui explose tous les résultats. Et c'est simplement parce que plus vous avez de données, meilleure est la performance. Donc finalement, c'est devenu presque naïf. On se dit bon j'ai un problème, plutôt que de devoir embaucher des PhD, des gens qui sont très techniques et très brillants dans leur domaine de technicité. Et bien là, le problème est déplacé ailleurs. C'est qu'il vous faut juste plus de données. Et donc, les modèles de deep learning vont pouvoir améliorer ça. Quand vous faisiez du machine learning traditionnel, vous aviez cette problématique que votre modèle, au bout d'un moment,
ben, il n'arrivait plus à apprendre, il n'arrivait plus à séparer les choses, il n'arrivait plus à regrouper les informations. Et donc, vous étiez obligé de prendre en effet des ingénieurs, des chercheurs pendant plusieurs années pour essayer d'améliorer vos modèles. Le deep learning a permis de faire des grands bonds de performance simplement en augmentant la data. Donc, si vous allez pouvoir me demander, très bien, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc, c'est le but de la planche suivante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, moi, je découpe le problème en trois grandes sections. Le domaine de la vision par ordinateur. Donc, tout ce qui est vision par ordinateur, c'est tout ce qui va avoir un lien avec une image. Alors, on peut entendre par ça, comme on le voit en termes d'illustration, une photo de la route. On peut aussi se dire que c'est un scan d'un document, une photo d'un tableau, un CV qui a été numérisé, une vidéo. Donc voilà, le domaine de la vision, c'est vraiment le domaine de tout ce qui aura lié finalement après avec un retour graphique. Donc même un document imprimé et scanné, même un document qui a été tapé peut être vu comme une problématique de vision par ordinateur. Et donc on voit que c'est un sujet qui est très très large. Et donc quand vous allez chercher à résoudre un problème, il faut se poser d'abord la question, est-ce que je suis dans une problématique de computer vision? Est-ce que c'est des documents qui vont être visibles, entre guillemets, ouvrables? Ou est-ce que je suis dans une autre thématique? Et donc, une des autres thématiques, c'est ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ce sont tout ce qui va avoir un lien avec la langue. Donc, du texte, de la parole, des documents qui doivent être traduits, des synthèses vocales. Donc, tout ce qui va avoir finalement un lien avec de l'audio, de la prononciation. Donc, si demain, vous voulez créer une IA qui traduit automatiquement des documents. Alors, évidemment, on utilise tous Google Translate pour un certain nombre de tâches, mais des fois, vous êtes dans des sections métiers où il y a une notion de non-accès à ces informations-là parce que vous avez des informations confidentielles que vous voulez pas copier-coller dans Google, ou simplement parce que Google est quand même un outil qui est générique. Alors certes, il est très spécifique, il peut faire de la spécificité, mais il y a de temps en temps, vous donnez une traduction à Google, et parce qu'il n'est pas dans votre domaine métier, la traduction n'est pas qualitative. Donc c'est là on peut se dire, tiens, finalement, il me faut mon traducteur à moi pour mon domaine à moi. Pour faire vos saisies, vous avez beaucoup de documents, beaucoup de réunions où vous avez besoin de dicter finalement. Potentiellement, encore une fois, vous ne voulez pas que ces données aillent n'importe où, si vous êtes sur des informations qui peuvent être confidentielles, ou simplement parce que l'IA qui écoute votre voix n'est pas très performante, n'a pas été customisée pour votre voix, ce qui fait que vous passez plus de temps à réécrire que à dicter. Et donc tout ça, on est dans le domaine du NLP. Si inversement, vous avez des documents écrits, vous voulez les scanner et puis en tirer un résumé de 10 pages, donc on vous a fourni un rapport de 40 pages, vous voulez un résumé de 10 pages, on sera de nouveau dans le domaine du NLP. Voilà. Et donc moi je sépare ensuite la data analysis qui est finalement pallier à ces deux domaines-là. Donc, vous voulez faire de la prédiction sur des achats-ventes, vous voulez avoir des habitudes sur les vos customers, vous voulez avoir des prédictions sur la météo, sur tout ce que vous imaginez. En fait, dès qu'il y a de la data qui est non structurée en termes de voix, en termes de texte ou en termes de vision, vous êtes dans le domaine de la data analysis. Et donc, on a aussi des IA qui vont être spécifiques. Donc, ce qui est intéressant sur cette planche-là, c'est vraiment de se poser maintenant la question, moi, dans mon métier, finalement, quand j'ai un problème, est-ce que faut mieux que je cherche une solution dans la data analysis, dans le NLP ou dans le computer vision? Et déjà, rien qu'en faisant cet exercice-là, vous accompagnez la personne technique qui sera en face de vous pour résoudre le problème, puisque vous lui avez déjà pré-mâché le terrain en disant, moi, en fait, j'ai un problème de vision par ordinateur et j'aimerais résoudre ça. Donc voilà. Donc si on enchaîne sur la slide d'après, donc là, on va arriver, entre guillemets, dans le dur du sujet. Donc, je vous ai montré 3 exemples de réseaux de neurones. Donc, c'est pour vous illustrer qu'en fait, derrière l'IA, on a le deep learning. Par la traduction de deep learning, on appelle ça des réseaux de neurones. Et qu'un réseau de neurones, on en a tous une illustration subjective d'imaginer un cerveau avec des neurones connectés les uns aux autres. Évidemment, quand on code ce genre de choses, ça ressemble pas du tout à ça. C'est beaucoup moins rigolo. C'est plus des petites lignes qui se poursuivent les unes derrière les autres. Mais on a quand même défini quelques grandes IA, et donc quelques grands réseaux de neurones. Donc je vais vous en donner trois en exemple. Le premier, c'est les CNN. Donc les CNN sont les réseaux convolutionnels. C'est des réseaux qu'on utilise pour faire de la description. Donc vous avez une image, vous voulez savoir si c'est un chien, un chat, un bateau, vous utilisez un CNN. Vous avez un scan, vous voulez reconnaître de l'écriture, ça va être un réseau convolutionnel. Vous avez une vidéo, vous voulez savoir le temps de passage des individus, vous voulez connaître
l'âge et le sexe des personnes qui passent, vous êtes sur des réseaux convolutionnels. Donc voilà, vous arrivez déjà sur vous pouvez appréhender que le CNN est l'outil technique qui permet de résoudre des tâches dans le domaine de la vision. Et donc, comme je disais dans le petit commentaire de cette slide, c'est de l'analyse d'image, c'est de la vidéo, c'est le domaine de la vision. Le deuxième grand domaine qu'on a, c'est les récurrents, donc les réseaux RNN, les Recurrent Neural Network. Si vous devez appréhender ce que fait un RNN, c'est un réseau qui est temporel. Donc le CNN décrit, le réseau récurrent voit l'aspect temporel. Donc ce qui est important à ce moment-là, c'est de se dire où est-ce que j'ai quelque chose de temporel. Et ben on peut se dire le langage est une série temporelle où vous avez des mots qui s'enchaînent les uns derrière les autres et que ces mots ont une signification. Vous ne pouvez pas inverser les mots, les lettres ont un ordre aussi. Et donc pour résoudre une tâche de NLP, on va utiliser des réseaux récurrents. La vidéo est aussi vue comme quelque chose de temporel. Vous avez deux images qui se succèdent. Et donc si vous voulez traiter de manière intelligente une vidéo, vous voyez que vous avez une double problématique, une problématique de vision par ordinateur et qu'un réseau CNN va être là pour extraire les informations. Et que si vous voulez pas que votre réseau analyse image par image sans utiliser le passé, il vous faudra un réseau récurrent. Et donc, pourquoi je vous explique tout ça? Parce que demain, si vous avez une problématique, encore une fois, et que vous savez simplement retranscrire par ces mots-là, vous arrivez déjà à faire 70% du boulot qu'un tech attend. Là, vous lui dites, il me faut un réseau CNN avec un RNN. Déjà, vous rentrez dans l'admiration de la plupart des gens parce que vous comprenez votre vocabulaire. Et je dis ça honnêtement sans rire, parce que c'est très très dur aujourd'hui dans notre domaine de l'IA d'avoir des personnes qui savent simplement nous définir leurs besoins. Et donc, savoir dire ça, c'est une vraie plus-value aujourd'hui. Et donc, le troisième grand type de réseau que vous allez avoir, c'est les réseaux génératifs. Donc, les réseaux génératifs, c'est sans doute ceux que vous avez entendu parler, les fameux deepfakes. Vous pouvez emprunter le visage de quelqu'un, lui faire dire n'importe quoi. Et donc, c'est ceux qui font fantasmer et qui font peur. Comment ça marche fondamentalement un réseau génératif? En fait, vous les voyez, en rouge, vous avez un premier réseau et en bleu, vous en avez un deuxième. Le premier réseau, donc c'est des réseaux qui vont être en adversiaux. Ils vont travailler l'un contre l'autre. Le génératif va essayer de générer des exemples qui sont réalistes et le discriminant va être là pour essayer de faire en sorte de savoir si c'est une vraie ou une fausse image. Il s'entraîne à tour de rôle, et donc à la fin, vous avez un génératif qui arrive à donner des exemples assez réalistes pour avoir le discriminant. Et le discriminant va donc être, à l'inverse, être capable de normalement faire la différence entre une fausse, un deepfake et un non-deepfake. Donc voilà, c'est des réseaux qui sont donc générateurs de contenu. Vous pouvez générer ce que vous voulez. Donc si on passe sur la slide d'après, on va vous donner quelques exemples d'IA qui sont liés au domaine de la vision et du NLP, et donc pas au niveau de la robotique. Alors évidemment, je fais la petite blague parce que dès qu'on entend IA, souvent on a une projection de l'IA comme quelque chose qui va être lié dans un robot. Alors faut enlever on peut en faire, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Si demain vous voulez faire des robots potagers, donc c'est des exemples sur lesquels moi je travaille actuellement, des robots potagers pour faire une agriculture biologique, on a évidemment de l'IA, puisqu'il faut être capable d'analyser l'environnement, et on a de la robotique. Mais 95% du temps, quand on fabrique des IA, c'est simplement des logiciels qui utilisent le domaine de la vision et le domaine du NLP. Donc, si vous avez des besoins, ce coup-ci, il faut agir avec les objets en physique, évidemment, il faudra un actionneur, donc aller vers de la robotique. Ça peut être intéressant pour des domaines comme justement l'industrie lourde, où on aurait besoin d'avoir des robots qui comprennent mieux leurs environnements. Et donc, si vous voulez, par exemple, vous êtes dans une chaîne de production, ça pourrait être bien que les robots ne se cognent pas aux êtres humains qui sont autour. Donc ça, c'est vraiment des problématiques fortes et concrètes qui engrangent derrière pas mal d'enjeux, autant sur la partie logicielle, donc de l'IA, que sur la partie mécanique, qui doit avoir une collaboration entre ces deux environnements. Donc, si on continue dans les petits exemples, on va voir sur la planche d'après un fameux deepfake. Donc on vous a une image. Donc je pense que vous reconnaissez. Alors si vous appuyez si on peut avoir sur la plage d'avant, on va avoir donc la tête de Julien et ma tête qui vont être sur la petite vidéo YouTube si ça marche. Le petit play, ouais, super. Et donc on voit Trump qui a pris le visage de Julien pour lui faire dire un certain nombre de choses. Et donc, on pourrait se dire que
Trump, vu qu'aujourd'hui ses campagnes, sa notoriété est un petit peu abîmée, il s'est dit que Julien, c'était quand même pas plus mal que ce soit lui qui fasse les nouveaux discours sur sa politique. Puis Trump s'est dit, il me faut aussi un grand expert en data science, et donc il a dit, tiens Marc, on va prendre le visage de Marc et puis on va lui faire dire un certain nombre de choses aussi. Et donc voilà, ça c'est un petit bout de code. Vous avez en bas de l'URL en bas de la planche l'URL qui vous a permis de générer ça. Concrètement, pour en arriver là, il m'a fallu 15 minutes à peu près. Le temps qu'en fait, le plus dur pour moi, c'était de faire un crop visage de Julien, parce qu'en fait, j'avais la photo de Julien comme vous voyez en bas, et que j'ai dû cropper un petit peu mieux pour avoir une photo carrée de Julien. Et j'ai une photo carrée de Julien et que je l'ai mis dans le réseau de neurones, Trump a emprunté le visage de Julien. Et donc, on peut aussi le faire dans l'autre sens. On pourrait demander à Julien de prendre la tête de Trump pour un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire, autre que super, ça fait peur? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très accessible aujourd'hui dans le domaine de l'IA, qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mis en collaboratif et qu'il faut être conscient que quand on met le pied dans ce domaine-là, on se rend compte que finalement, il y a des technos qu'on peut déjà réutiliser, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avancer de manière rapide. Et ça, c'est un gros avantage, c'est qu'on est dans un domaine collaboratif où les gens échangent leurs travaux. L'inconvénient, c'est la contrepartie associée à ce genre de choses, c'est que tout le monde a accès à ça. Et donc, pour vous donner une illustration d'un projet qu'on avait fait, on avait fait une reconnaissance faciale dans un projet estudiantin sur le campus de Télécom, où les étudiants, grâce au Troubinescope, étaient capables, avec une seule photo, de reconnaître les personnes qui étaient dans la foule. Voilà. Et quand on a posé aux étudiants ce qu'ils en pensaient, ils ont trouvé ça rigolo. Je vous laisse imaginer le genre de dérive que ça pourrait créer. Donc il y a tout un enjeu aujourd'hui à réfléchir quels sont les usages qu'on veut créer, car la technologie a pris beaucoup d'avance, et on se pose derrière de est-ce que c'est éthique ou ça ne l'est pas. Donc ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on souhaite mettre l'accent dans notre exec master pour aider à réfléchir autant à l'impact business qu'à ces contreparties qui peuvent apparaître. Et le mieux, évidemment, c'est de faire du business qui aide les autres. Donc là, c'est tout le grand jeu de faire des choses utiles qui créent en plus de l'attraction. Donc si on va sur la planche d'après, vous avez une petite série de planches que j'appelle moi des techno purs, des usages à créer. Donc quand on vient du domaine de la technique, comme c'est mon cas, on est capable de créer donc notre écosystème, de fabriquer des choses. Et la problématique qu'on a souvent quand on vient du technique, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de ces technos-là. On dit super, je peux faire un deepfake. Génial, c'est rigolo, mais concrètement, à quoi ça peut servir? Et donc là, on est sur la problématique de l'usage. Et la problématique de l'usage, c'est pas une problématique technique en vrai. C'est une problématique de comprendre ce que la technique peut faire au service d'un problème qu'on souhaite résoudre. Et c'est là où je pense que le manager de demain peut, grâce à une compréhension un peu plus fine du vocabulaire, être capable de se dire, demain, moi, je voudrais, par exemple, être capable de ranger tous les documents de notre société. Parce que entre les photos des CV, les tableaux de réunion, les prises de notes, les documents comptables, les rapports de réunion, les firsts, on a tout mis ça dans un grand drive. Tout le monde a essayé de ranger ça à peu près correctement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on cherche un document, on y passe des heures. Et donc, si demain, je sais ma problématique et que je sais dire finalement que cette problématique, c'est une problématique de classifieur, en fait, vous avez défini votre problème, vous avez défini la solution que vous souhaitez apporter et vous pouvez donner ça à un technique qui soit capable de réaliser le problème. Donc, qu'est-ce que c'est un classifieur? Là, vous avez par exemple une photo du plus gros canard gonflable du monde. Et si on donne ça à Google Images, par exemple, il vous dira, je vois à 60% qu'il y a un canard, à 25% que c'est du ciel, 10% qu'il y a de l'eau et 5% que c'est un bateau. Donc, qu'est-ce que fait le classifieur? Globalement, il vous met des tags sur un document et il vous met des mots-clés. Vous l'entraînez à lui faire apprendre des tags qui intéressent. Et une fois que vous l'avez entraîné, donc par exemple la catégorie CV, la catégorie tableau de réunion, prise de notes, vous entraînez votre là-dessus et demain, vous lui donnez plein de documents et il sait les ranger automatiquement dans les dossiers. Ou il leur met des tags. Et donc, ça peut être plutôt pratique. Ou ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas de problème sur ce sujet-là et donc on peut imaginer d'autres usages. Donc, si on va sur la planche d'après, on a les OCR. Donc, les OCR, c'est ce qu'on appelle les Optical Character Recognition. Donc, c'est tout ce qui va être capable de lire du texte. Donc, ça va être toute l'automatisation de la lecture de documents qui peuvent être imprimés ou pris en photo. Donc, vous avez un document, vous avez un compte-rendu de réunion qui a été même imprimé, vous le passez dans votre scanner,
qui fait un OCR. Puis cet OCR, c'est pas la dernière version d'IA d'OCR et en fait les 2 tiers des documents n'a pas été scanné. Donc va falloir retaper à la main. Donc on peut se dire, je voudrais améliorer mon OCR. Ou sur des sujets qui sont aujourd'hui très consommateurs de temps, on vous donne un CV, on vous donne une carte d'identité, vous voulez ressaisir les champs. On passe tous du temps à faire ces saisies alors qu'une simple photo pourrait être suffisante pour remplir automatiquement les champs d'un tableau de SI en interne. Et vous avez un questionnaire, vous avez distribué en interne, vous avez des réponses papier. Encore une fois, un OCR peut vous permettre d'automatiser ça. Donc on peut le voir autant pour la partie manuscrite que si vous rajoutez un petit peu plus d'intelligence derrière, être capable de ressaisir des tableaux financiers. Donc comprendre les champs, que tel champ va à tel endroit dans le tableau Excel. Et donc ça peut faire gagner évidemment du temps. L'idée par exemple, donc c'est de remplir automatiquement des champs. Et donc c'est pas une tâche qui est passionnante. Je pense que personne aime faire ça. Et on pourrait se dire, on pourrait fabriquer une petite IA pour supprimer cette tâche-là qui n'apporte pas beaucoup de valeur au travail et donc se laisser le temps de se concentrer sur d'autres tâches. Donc si on continue sur la planche d'après, on revient sur les réseaux de modification de visage. Alors j'aime bien ceux-là moi parce qu'ils il y a toujours des sujets éthiques dès qu'on commence à jouer avec le visage des gens. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est des réseaux où on peut appliquer des styles. Vous avez en haut, sur première ligne, des visages, donc des visages de personnes. Donc toujours pour l'illustration, quand je dis des choses marrantes, c'est que on peut retrouver le cadre sup de 40 ans, un peu dégarni avec ses lunettes de soleil. Et vous avez donc des photos d'enfants, vous avez ce que vous voulez. Donc c'est votre entrée de votre réseau de neurones. Et puis vous voulez lui appliquer un nouveau style. Donc un style plutôt sud-américain, un style plutôt suédois ou un style plutôt africain. Et donc vous allez prendre la photo de la personne et lui changer son style. Donc vous avez donc une nouvelle photo qui a été générée de la personne avec une stylistique différente. Et de l'autre côté, vous avez des exemples d'IA qui sont souvent très connus pour le floutage de visage. Je vous dis celles qui font des floutages d'images, puisque ces IA qui sont assez marrantes à faire tourner. Vous avez maintenant cette photo-là, et vous déblurez, vous enlevez le flou pour retrouver la photo de la personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ça veut dire que tout est manipulable, et que l'usage qu'on veut, on peut manipuler. Donc si demain vous avez des problématiques de RGPD et que vous vous dites je floute mes images, très bien, ça peut être légalement largement suffisant. Pour 80% des gens, ça sera suffisant. Mais on peut se dire aussi qu'on veut rajouter une surcouche de complexité, empêcher que des IA puissent déflouter des visages pour reconnaître finalement les gens sur leur lieu de travail. Donc ça devient sur des sujets éthiques et RGPD qui sont assez intéressants à creuser. Et donc vous pouvez aussi vous amuser à changer sur des CV, sur des offres de candidature internes, la tête des gens en leur mettant des nouveaux visages. Et donc voir si ça a des impacts ou pas dans la société. Donc vous pourrez tester par exemple les biais à l'emploi ou les biais à l'évolution professionnelle en fonction de l'apparence d'un visage. Donc voilà. Donc pour la suite concrètement dans mon secteur, je passe la parole à Julien qui va vous donner des exemples maintenant dans la dynamique inverse. On part d'un secteur métier et on se pose la question de à quoi ça peut servir. Merci beaucoup Marc. Comme on a pu le voir en fait avec cette explication, la technologie permet de faire beaucoup de choses et on a une tendance assez naturelle à avoir la technologie qui va pousser certains cas d'usage. Maintenant, on aimerait se poser la question en fait sur certains métiers particuliers de l'entreprise, comme les achats, le juridique, la finance, les RH et le marketing. Quelles pourraient être certaines applications sur ces secteurs? Ce que je vous propose dans les prochaines minutes, c'est de regarder un petit peu quelques exemples sur ces domaines particuliers pour comprendre et discuter de certains cas d'usage. Alors, si on passe à la planche suivante, nous allons commencer à parler du sujet des achats. Alors, il y a beaucoup de sujets dans les achats, mais je pense qu'en regardant certaines de ces éléments, vous allez peut-être retrouver des explications que Marc vous a données précédemment. Alors, dans le domaine des achats, on va avoir souvent beaucoup de documents écrits. Des documents écrits qui, par exemple, proviennent d'une source externe, comme des appels d'offres. Alors, si on se concentre un petit peu sur ce sujet des appels d'offres,
En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a le premier sujet qui est comment on trouve ces appels d'offres. Alors, on pourrait imaginer d'essayer d'optimiser ce processus-là. Comment on pourrait faire? D'abord, on va identifier un certain nombre de sites, de sources, où l'on sait en fait que des appels d'offres sont produits, les sites du gouvernement, les sites de grandes entreprises, etc., etc. Ensuite, on va optimiser et de façon automatique aller chercher les informations et les nouvelles informations publiées sur ces sites-là. On va après faire une analyse de ces documents. Alors, on peut faire une analyse un petit peu sémantique pour comprendre, en fonction de critères particuliers de notre entreprise, si l'appel d'offres correspond bien à quelque chose qu'on a envie de faire. Et on va tout simplement, par exemple, donner un pourcentage de probabilité pour que cet appel d'offres nous plaise, nous, entreprise. Une fois que l'on a ça, on va avoir une sorte de ranking des différents appels d'offres en temps réel qui sont générés et va nous permettre de trier en fait ces appels d'offres et de concentrer nos activités sur les appels d'offres qui ont le plus de chances de nous plaire. Donc ça, c'est un exemple comme un autre qui nous permet en fait d'optimiser une certaine tâche, par exemple, du domaine des achats. Un autre exemple que je trouve assez intéressant, c'est le suivi de fournisseurs ou le monitoring de ces fournisseurs-là. Alors, dans ce cadre-là, il y a un exemple que j'aime bien qui est par exemple un chantier de construction. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire dans un chantier de construction, mais une chose qui est importante, c'est de pouvoir savoir et suivre, d'une part, l'évolution des travaux et d'autre part, peut-être les quantités disponibles de sable, de cailloux, de différents matériels bruts qui vont permettre de réaliser cette construction-là. Alors, pour ce besoin-là, il y a certaines startups qui sont développées, qui vont par exemple avoir des drones qui vont survoler, par exemple une fois par jour, un site particulier et qui vont, à l'aide d'algorithmes de CNN, donc d'algorithmes et de RNN qui nous permettent d'analyser des images et de comprendre ce qui se passe dans ces images-là, regarder par exemple l'empreinte au sol de tas de gravier. Si je vois que cette empreinte au sol diminue, je peux estimer la quantité de gravier de ce tas et donc savoir un petit peu où j'en suis et monitorer mon chantier. Je pourrais aussi suivre l'évolution des étages et des différents engins, par exemple, qui ont besoin d'être sur site en fonction de mon planning. Donc ça, c'est deux petits exemples, par exemple, qui nous permettent un petit peu d'appréhender certains besoins du domaine des achats. On peut en imaginer beaucoup, beaucoup d'autres. La petite animation en bas de l'écran nous montre une application qui est l'autofill, donc que vous connaissez sûrement dans Google, mais qu'on peut appliquer sur des domaines spécifiques et particuliers qui ont peut-être besoin d'un langage particulier de l'entreprise, qui nous permettent en fait d'améliorer l'efficacité d'écriture de documents. Dans ce contexte-là, il y a une entreprise qui marche pas mal, qui s'appelle Grammarly, par exemple, qui vous permet, en plus de trouver le mot d'après, améliorer en fait votre façon de vous exprimer. Et donc corriger des phrases qui sont grammaticalement bonnes, mais qui pourraient être meilleures si on ajustait et on changeait quelques mots ou l'ordre des mots ou la façon dont on s'exprime. Voilà un petit peu quelques exemples sur le domaine des achats. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres. Maintenant, si on se concentre sur le domaine suivant, le domaine juridique. Donc, on peut passer à la slide suivante. Le domaine juridique, il y a beaucoup, beaucoup de sujets auxquels on peut penser. On va se retrouver sur des thématiques qui sont, par exemple, assez similaires à des thématiques d'achat. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'informations dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Ces endroits peuvent être les repositories de l'entreprise, mais également les sites Légifrance ou de droit européen ou international qui publient et mettent à jour les bulletins officiels. Alors, une problématique, par exemple, d'un service juridique sur une entreprise qui va être spécialisée dans un domaine de pointe, c'est de se tenir au courant de l'évolution de la jurisprudence ou de ce qui se fait sur ce domaine particulier. Alors, on peut bien évidemment, le juriste peut aller voir les sites, consulter ses collègues de façon régulière pour un petit peu savoir ce qui se passe et comprendre l'évolution de son métier et de la catégorie dans laquelle il se trouve. Mais il pourrait aussi être aidé. Il pourrait être aidé
par une IA qui, de la même façon que pour les appels d'offres, irait chercher sur des sites particuliers les mises à jour et les changements de réglementation, irait comprendre la sémantique de ces changements pour s'assurer que ces changements sont bien applicables au domaine de l'intéressé, parce que des changements, il y en a tous les jours, et donc on aimerait trier et ne voir en fait que les sujets qui correspondent bien au domaine de l'entreprise et d'intérêt du juriste, et d'amener peut-être même encore plus loin des résumés de certains gros articles qui permettent aux juristes de comprendre en fait de façon assez rapide s'il y a besoin ou s'il y a un intérêt pour lui d'aller regarder l'article en anglais, ou au final c'est quelque chose d'assez succinct, une information générique qui n'a pas forcément besoin ou lieu d'être pour une recherche plus approfondie. Il y a aussi un exemple que Marc a mentionné qui est en fait le sujet des scans et de l'impression. Alors, dans le domaine générique, surtout dans des domaines assez historiques, on a beaucoup de documents de signature papier, de changements, d'annotations, de choses comme ça, de documents scannés ou imprimés. Et donc, on va avoir parfois des problématiques de compréhension en fait de ces documents scannés. Et il va pouvoir y avoir des gens qui vont rentrer ces informations manuellement dans des systèmes, essayer de comprendre un petit peu les annotations, par exemple, de certaines personnes sur des documents, des contrats, etc., etc. Alors, on pourrait très bien imaginer qu'une IA intervienne dans ce contexte-là pour aider la personne à automatiser ce process-là et au final avoir l'information, non pas visuellement, mais textuellement dans son ordinateur, avec laquelle il pourra faire ce qu'il veut, la traiter de différentes façons. Vous pouvez aussi imaginer des choses autour de la traduction, qui est un vrai sujet dont Marc a mentionné précédemment. Alors maintenant, si on se concentre par exemple sur le domaine de la finance, le slide suivant. Alors il y a beaucoup de choses en finance, c'est énorme. Quelques exemples ici, hein, pour les traders par exemple. Les prévisions de tendance et des valeurs. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de données. Et ça peut être très difficile pour des gens dont ce n'est pas le métier, nécessairement, de comprendre un petit peu ce qui se passe et les directions les choses prennent. On a énormément de signaux. On a des signaux d'informations publiées dans des journaux. On a on a peut-être aussi des informations qui proviennent de problèmes de droit. On a des corrélations entre différents domaines. Et donc, on a un problème d'accumulation et d'agrégation de ces données et de compréhension et de comprendre quelle est la corrélation entre ces événements et les informations qui nous permettent en fait de comprendre et d'estimer en fait des tendances de valeur. Un exemple peut-être là-dessus que je trouve assez intéressant, c'est sur les pétroliers. Donc le cours du pétrole, bon, ces derniers mois, il a été impacté de façon assez significative par des événements externes, mais il y a des entreprises qui survolent les grands ports pétroliers et qui regardent, qui prennent des photos des pétroliers dans les ports. Et ils vont regarder deux choses. D'une, ils vont les compter. Ça, on peut le faire avec une IA de façon automatique. Et deuxièmement, ils vont regarder à quel point ils sont enfouis dans l'eau ou pas. Et ça va donner une estimation de savoir s'ils ont du pétrole dans le bateau ou non. Et ça va avoir une influence directe sur les cours du pétrole. Et donc, des gens font du trading par rapport à ça. D'autres exemples, l'aide à la création du bilan, Marc en a parlé. Comment comprendre et extraire des données et les remettre dans un tableau pour aider en fait à la fabrication des bilans comptables, par exemple. Et en plus de ça, vous pouvez imaginer dans vos domaines particuliers, si vous êtes domaine financier dans les entreprises, beaucoup d'agrégation et de regroupement de données pour faciliter en fait leur lecture et leur analyse. Alors, nous allons encore traiter de deux petits sujets avant de passer aux questions. Le sujet des RH sur la slide suivante. Alors ça, c'est un domaine intéressant, très vaste aussi. Je vais donner quelques exemples que je trouve assez intéressants. Il y en a un qui s'applique au RH, mais aussi à d'autres domaines particuliers. C'est la prise de rendez-vous automatique. Alors aujourd'hui, vous avez des assistants d'intelligence artificielle qui vont se présenter comme un assistant réel dans des emails et qui vont converser avec votre interlocuteur pour trouver un horaire qui vous corresponde. Donc, ils vont envoyer un email à votre place en disant voilà les disponibilités de Monsieur Veil. Il est disponible à telle date et à telle date en regardant dans votre agenda. Il va y avoir une réponse de la personne en face et en fonction de cette réponse-là, l'IA va soit proposer des nouveaux créneaux
ou va tout simplement réserver et envoyer l'invitation sur le créneau choisi par votre interlocuteur. Donc ça, c'est des choses qui peuvent participer à l'automatisation de vos prises de rendez-vous, surtout dans le domaine RH où il peut y en avoir beaucoup. Un autre sujet qui est assez intéressant, c'est tout ce qui est anti-discrimination. Donc, on peut être dans un contexte de grande entreprise où au final, évidemment, on ne veut pas de discrimination à l'embauche, mais des fois, c'est difficile de savoir si on en fait ou pas malgré nous. Et donc, par rapport à cela, on pourrait définir et créer une IA qui nous permettait de comprendre si dans notre entreprise, de façon générale, est-ce qu'on a des biais particuliers sur certains éléments d'un CV. On pourrait regarder si on a des biais par rapport au nom, des biais par rapport à la présence d'une photo ou non, des biais par rapport à certaines écoles ou à certaines expériences ou non. Et ça peut être très intéressant pour ajuster et changer des choses qui, au final, ne sont pas visibles naturellement via l'analyse classique d'informations. On peut aussi automatiser des recherches de candidats, donc en regardant sur le web des signaux faibles d'intervention ou pour des profils techniques, par exemple des GitHub, et comprendre un petit peu l'activité de certaines personnes sur ces réseaux-là, et peut-être estimer et proactivement pouvoir aller voir des gens qui ne recherchent peut-être pas maintenant, mais qui commencent à rechercher en fonction de leurs activités sur Internet. Donc ça, c'est des domaines un petit peu classiques RH. On a aussi l'évaluation technique pour les métiers très techniques, où on peut, au lieu de donner un test de code, par exemple, durant l'embauche, on pourrait aussi demander du code que cette personne a réalisé, qui est disponible, et essayer de comprendre à quel point ce code et les compétences acquises dans l'écriture de ce code permettront de réaliser la mission de cette personne. Alors maintenant, on va finir sur quelques idées et quelques exemples au niveau du domaine marketing sur la slide suivante. Alors là, il y a énormément de choses. Là aussi, on est dans un monde énorme. Le premier exemple, en fait, sur les comportements utilisateurs, on connaît tous l'exemple de Facebook. Facebook, en fait, il y a des études qui ont été faites, à partir de 300 posts likés, Facebook va permettre de vous connaître sûrement beaucoup mieux dans vos goûts que votre propre famille. Et donc, ça donne vraiment de la couleur sur le fait que les comportements que vous avez en ligne, ces intelligences artificielles vont être capables de les comprendre et à partir de ça, va pouvoir, dans le cas de Facebook par exemple, vous suggérer des publicités que vous êtes à même d'être intéressé. On a des choses sur la lecture des émotions. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On est capable aujourd'hui, via des travaux de psychologie et des travaux informatiques, de comprendre assez bien les émotions qui peuvent être transmises via la voix, l'image et le texte, qui nous permettent un peu de comprendre le caractère d'une source particulière. Là, par exemple, un exemple sur le texte que vous pouvez faire sur des plateformes ouvertes très facilement, c'est comprendre, par exemple, si un texte est diffamatoire ou non. Est-ce que un texte est plutôt dans un côté positif ou négatif? Et donc ça va être très intéressant. Par exemple, si vous lisez automatiquement votre fil d'actualité Twitter, vous pouvez essayer de comprendre non pas sur un élément, mais sur l'ensemble de vos éléments, si les personnes parlent de bien, en bien ou en mauvais de vous. On va avoir des sujets de regroupement d'utilisateurs et d'extraction de leurs caractéristiques. Ça, c'est assez lié à ce que fait Facebook, mais au niveau d'une population. Donc là, on n'est plus au niveau de l'individu, on est au niveau de la population. On va essayer de comprendre et de regrouper des utilisateurs pour pouvoir targeter des groupes d'utilisateurs avec des messages particuliers. En marketing classique, on va avoir par exemple des personas, des gens auxquels on va s'adresser, qu'on estime en tant que personne être la bonne cible. Mais il pourrait s'avérer au final que des clusters et des agrégations différentes puissent être plus adaptés à ce que l'on essaye de faire. Et ça, une intelligence artificielle peut très bien le réaliser. Marc a rapidement parlé de reconnaissance d'âge et de sexe par l'image. Donc ça peut nous donner des indications, si par exemple on fait des entretiens filmés, etc., d'automatiser des process, surtout au niveau de l'âge. Il y a une estimation assez facile, mais qui par exemple est une question qu'on n'est pas censé ou qu'on ne veut pas forcément tout le temps poser. Ça nous permet d'avoir des bonnes estimations et de mieux comprendre, en fait, d'ajouter de l'information à nos modèles de clustering, par exemple. Et pour finir, sur les améliorations de vente, ça c'est un exemple d'une startup française qui s'appelle Asgard, qui va en fait essayer de comprendre
les offres d'emploi de personnes, donc pour aider les vendeurs de solutions SaaS dans leur prospection. Alors comment ça fonctionne? Ils vont aller voir les job descriptions de plein de personnes sur LinkedIn et d'autres sources. Ils vont voir quels sont les mots, analyser les mots et les logiciels utilisés pour les offres d'emploi pour leurs équipes de vente, par exemple. Et à partir de ça, ils vont pouvoir estimer en fait l'état des lieux en fait de l'utilisation des logiciels de ces entreprises-là et donner à des compétiteurs ou d'autres personnes qui essaient de vendre des logiciels SaaS à des entreprises, cette information pour prioriser tout simplement les listes et avoir vraiment des sources d'informations plus fiables pour optimiser le process de vente. Donc voilà un petit peu un aperçu très rapide avec quelques exemples sur les achats, le juridique, la finance, les RH et le marketing. Et maintenant, on va en fait un petit peu partager, il nous reste 15 minutes pour partager entre nous et répondre à vos questions avec Marc que vous pouvez avoir. Et je te laisse la parole, Marc, pour conclure rapidement. Très bien, merci. Donc pour conclure, sur cette dernière planche que vous ai mis, qui a pour but d'être humoristique, vous avez vu voir le stylistique, il faut toujours faire un peu d'humour. Avec Einstein et notre ami Trump. Donc, je sais pas que j'ai des prédispositions à Trump, mais il y a beaucoup de mèmes autour de Trump, donc c'est plutôt facile de faire des blagues autour de ça, autour de lui. Et donc, la question, c'est qui que vous soyez, posez vos questions, puisqu'il n'y a pas de bêtes questions. Les questions bêtes, c'est celles qu'on ne pose pas, ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune, et donc il faut oser. Donc, on est là pour vous. On est encore disponible un quart d'heure, comme disait Julien, et j'espère que ça vous a intéressé. Donc allez-y. Non, justement, c'est toute la. Alors non, la question est: un bagage technique est-il indispensable dans la mise en place de l'IA dans mes fonctions professionnelles? Alors justement, c'est tout le but de notre Exec Master, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir de bagage technique. Si vous avez un bagage technique, alors c'est pas inintéressant pour autant, mais j'oriente énormément cet Exec Master sur le fait qu'il ne faut pas en avoir un. Donc on est beaucoup plus sur la compréhension des outils et de qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc ça ouvre tout le sujet du combien, en combien de temps, avec quel type de ressources, est-ce que j'ai les données, je n'ai pas les données, est-ce que c'est l'application va être éthique, comment j'introduis ça dans mon métier, l'impact que ça peut avoir, est-ce que je crée de l'emploi, est-ce que j'en détruis. C'est des sujets qu'il faut appréhender puisque c'est des sujets qui ne sont pas des sujets techniques et pourtant qui sont indispensables avant de pousser une brique technologique. Donc dans le meilleur des mondes, la question est: bonsoir, à quel profil est destiné l'executive master IA? Ce que je vise, dans ce qu'on vise au fait dans cet exec, c'est des profils à minima trentenaires, donc en dessous. Le problème qu'on risque d'avoir, c'est qu'il n'y a pas eu de confrontation à la difficulté de certaines activités professionnelles. Donc, si je dis à tout le monde que l'administratif est parfois compliqué, quel que soit notre métier, alors qu'on soit dedans ou qu'on soit dehors, les gens qui sont dans l'administratif ne sont pas toujours bien outillés, et donc ils subissent la pression des autres métiers pour que ça avance. Et puis ceux qui sont pas dans l'administratif subissent l'administratif. Et on voit par exemple que les IA peuvent être des outils qui peuvent aider dans la gestion de ces problèmes-là. Donc pas de background technique. Si vous en avez un, c'est pas gênant, mais il faut bien être conscient que c'est pas technique, c'est pas orienté pour les techs. Trentenaire à minima, et donc avec une expérience professionnelle qui a permis de se confronter à des problèmes. Donc si vous avez identifié des problèmes dans votre métier, globalement c'est un master qui va être dédié pour vous. Et si évidemment vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, mais je pense que si vous êtes là, c'est qu'il y a une curiosité non nulle. Donc la question est: pensez-vous que nous nous dirigeons vers une automatisation avancée ou vers une complémentarité homme-machine? Ça, c'est une vraie bonne question. Je pense je vais donner mon point de vue. Je te laisserai la main aussi parce que je sais pas quel est ton point de vue, mais j'en ai un. Donc je donne le mien. Ça va beaucoup dépendre des métiers, des secteurs. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, les tâches de caissier dans les supermarchés, j'ai du mal encore à croire que c'est des métiers qui ont un avenir. Inversement, ces métiers faiblement qualifiés,
on en manque énormément dans le domaine de l'IA. C'est ce qu'on appelle des annotateurs. C'est des gens qui vont vous dire, bah, ce document-là, c'est un PDF de mail. Et ce document-là, c'est un compte rendu de réunion de monsieur machin, et ainsi de suite. Et c'est ce qui permet en fait aux IA d'être alimentés. Vous avez vu que les IA avaient besoin de beaucoup de données, et que ces données, il faut les annoter, il faut spécifier ce qu'il y a dedans pour qu'elles apprennent. Et ça, c'est des tâches qui sont pas nécessairement des tâches très qualifiées, enfin voire pas qualifiées du tout, mais il faut une connaissance métier. Donc là, on peut créer des bassins d'emploi là où il y en avait pas. Et je pense, moi, à titre personnel, que globalement, l'IA est loin d'être l'outil Big Brother comme on peut l'imaginer, mais plus un petit outil d'assistance qui est là pour améliorer votre quotidien. C'est d'un point de vue business, il faut être honnête, vous vendrez difficilement un produit qui va supprimer des milliers d'emplois, mais vous vendrez beaucoup mieux un produit qui va être là comme une complémentarité et une amélioration de la performance de l'individu. Donc, si on peut nous se reconcentrer aujourd'hui sur l'humain, moi, si demain je suis support RH, remplir des documents, ça me passionne peut-être pas. Pouvoir donner du temps vers les humains, c'est peut-être bien. Avoir un bus autonome, c'est peut-être avoir demain plus de conducteurs de bus qui peuvent être proches de leurs citoyens, proches des gens. Donc on se réoriente, mais je pense que ça créera des nouveaux postes et de nouvelles fonctions. Julien, je te laisse interagir aussi sur le sujet. Oui, c'est une très bonne question. Je suis assez d'accord avec toi, Marc. Je pense que la réponse est oui. Alors, l'automatisation, elle va venir par elle-même, et on a commencé par là. Depuis l'informatique et les technologies, par exemple deep learning dont Marc a fait mention, on est vraiment dans l'optimisation de tâches qui ont peu de valeur ajoutée. C'est vraiment la partie qui est la plus facile en fait, et qui, je pense aussi, pourra amener beaucoup de valeur dans vos entreprises. Mais après, on a des visionnaires, on a des choses qui se passent où on essaye de faire beaucoup d'automatisation et d'interférence et d'interfacer l'homme et la machine. Il y a des projets aujourd'hui sur ces sujets-là. Une entreprise qui s'appelle Neuralink, par exemple, qui a été fondée par Elon Musk, qui vraiment essaye de développer des technologies qui permettent à une personne de contrôler via la pensée son environnement ou certains objets. C'est très utile pour les gens qui ont été paralysés, par exemple, ou des gens qui ont Alzheimer pour essayer de retrouver la mémoire. Donc, il y a des recherches. Je ne pense pas qu'elles arriveront demain, mais il y a une vision d'essayer d'améliorer en fait ces choses-là. Mon point de vue, c'est que cet élément-là, il est d'abord dans l'objectif d'améliorer les choses dans lesquelles on a de la déficience. C'est-à-dire que principalement au niveau de la maladie, on va avoir des pertes de mémoire. Comment on fait pour retrouver de la mémoire ? On va avoir des problèmes de paralysie. Comment on arrive à avancer même si on est paralysé et avoir des machines qui nous aident. Et ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de développement. La forme, enfin, de ces choses-là va être très, très différente. On imagine dans la science-fiction qu'il va y avoir des robots humanoïdes, évidemment, qui vont faire toutes les tâches. C'est très, très peu probable. Il va y en avoir, il y en a, mais la majorité des tâches vont être faites, à mon avis, par des robots spécifiques ou par des machines ou par du logiciel qui va être complémentaire de l'individu. Marc mentionnait tout à l'heure qu'il s'intéressait au sujet d'agriculture avec des robots. C'est pas des robots humanoïdes. C'est des robots beaucoup plus simples que ça parce qu'on a besoin d'une simplicité par rapport au coût de l'application. Donc pour résumer, je pense que l'automatisation et les interfaces homme-machine existent. On va commencer, on en voit et on en a vu beaucoup sur les sujets d'automatisation. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on voit aussi des choses intéressantes à faire sur les interfaces homme-machine, plus loin dans le futur, mais aussi avec des machines qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine initialement. Donc la question, c'est un programme qui dure combien de temps? Donc c'est une très bonne question aussi. Donc on a essayé de construire un programme qui peut être compatible avec une vie professionnelle. Donc c'est toujours le grand jeu, c'est qu'on nous dit il faut vous former, il faut s'améliorer dans nos connaissances. L'IA est un grand domaine. Si demain vous ne connaissez pas l'IA, ça va être problématique. Alors ça, c'est la version problématique. La version c'est cool, ça peut changer beaucoup de choses. Mais si vous êtes, entre guillemets, la réponse c'est vous êtes gentil, mais moi j'ai un travail. Et donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour répondre à ça? En fait, on a pris un programme qu'on a découpé sous format de 6 mois, donc avec des périodes de pause quand même pour respirer un petit peu. Donc vous avez 6 modules de 1 mois qui vont avoir lieu sur des créneaux du déjeuner ou de fin de journée. Donc l'idée c'est que c'est des talks de 2 heures avec une partie enseignement, une partie questions-réponses, une partie travail
distant, ce qui vous permet de rester sur votre site physique sans avoir les problématiques de transport. Et vous avez quand même entre guillemets tout l'avantage d'avoir des personnes expertes dédiées pour vous accompagner sur votre projet. Donc on part en mécanique projet, c'est peut-être quelque chose que je précise aussi. Donc on part de vos besoins pour essayer de les résoudre. Donc moi je viens vous donner de la théorie, de la pratique, mais c'est pour faire des TP, j'ai envie de vous dire, c'est pas très intéressant. Je préfère qu'on travaille ensemble sur vos cas à vous qui vous intéressent. Et donc pour l'instant le planning qu'on a figé commencerait sur une période en octobre. Et avec les 6 mois plus un peu les congés, on arriverait sur un fin mai, mi-juin. La question d'après, c'est bonsoir. Déjà, merci pour votre présentation. Ma question est de savoir, peut-on combiner IA et blockchain? Si oui, pour quel intérêt? Merci. Je fais une première réponse, Julien, je te laisse compléter. Donc, moi, j'ai vu ça s'est marré. J'ai vu l'IA. Donc, j'ai vu l'IA et la blockchain. J'ai creusé ce sujet-là un petit peu sous différents aspects. Donc, on est sur deux sujets de deep tech. Donc, quand on a une expertise en IA, c'est difficile d'avoir une expertise en blockchain, et la réciprocité est la même. Vous êtes dans des domaines qui sont, quand plus vous avancez dans la connaissance technique, plus vous êtes en vase clos. Donc, c'est difficile de connaître les deux choses. Les sujets où j'ai vu l'IA et la blockchain, donc c'est soit pour des questions d'hégémonie de calcul. Aujourd'hui, l'IA est très gourmande en puissance de calcul, et donc, en fait, à la fin, vous finissez soit chez Amazon, soit chez Google. Et si vous voulez jamais jouer franco-français, vous finissez chez OVH. Mais dans tous les cas, vous êtes dépendant d'un gros opérateur qui s'appelle le cloud. Alors ça a plein d'avantages, mais ça a potentiellement une inconvénient, c'est que vous êtes dépendant d'un seul opérateur. Et donc il y a des crypto-monnaies qui se sont créées pour faire en fait vos tâches de calcul, non pas dans le cloud, mais dans la blockchain. Et comme la blockchain utilise les mêmes types de ressources de calcul que les IA, ce qu'on appelle les cartes graphiques, et ben en fait finalement que ça fasse une tâche de minage ou une tâche de neural net, vous arrivez à la même problématique. Donc ça c'est un des use cases que j'ai vu, le but c'était de casser l'hégémonie des grands groupes en distribuant le calcul de l'IA dans le réseau. Et la blockchain s'appelle la Deep Chain Brain, si vous voulez regarder un petit peu cette crypto là. Deuxième use case, c'est simplement avec l'Ethereum, on peut faire des smart contracts. Et dans les smart contracts, on peut lancer des tâches de neural net. Donc moi, c'est les deux tâches où j'ai vu l'IA et le neural net, le neural net et la blockchain se combiner. Julien, peut-être plus dans des usages, parce que moi, c'est très deep tech là, à ce moment-là. Ouais, enfin, c'est une question intéressante. Je pense que la combinaison, d'une part, elle est d'abord très... c'est les deux sujets un peu du moment. La blockchain, c'était très en vue au niveau de Bitcoin il y a quelques années, quand on a atteint des plafonds absolument incroyables. Je pense que les applications et les usages sont quand même très très différents, et les besoins auxquels ils répondent sont très différents. La blockchain, ça va vraiment être une technologie back-end, vraiment quelque chose de très technique, qui va permettre en fait de distribuer des choses de façon dans un environnement dans lequel on a confiance, parce que tout est visible. Donc c'est vraiment un outil en fait au service de différents besoins. Il y a énormément de crypto-monnaies qui sont créées pour utiliser en fait la blockchain comme ce facilitateur en fait possible. A contrario, l'IA, comme on a essayé un petit peu de le voir aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle approche qui est une approche d'apprentissage de la donnée qui permet en fait de résoudre une variété extrêmement importante de problèmes, et de problèmes réels et métiers. Et je pense que la grande différence, peut-être, elle est là. Et il y a évidemment des endroits où on résout des problèmes métiers avec de l'IA et avec des back-ends en blockchain, parce que ça a du sens. Mais d'une certaine façon, pour la majorité des sujets, j'ai envie de dire, je pense pas que ce soit la problématique la plus importante. Moi, ce que j'ai vu dans la blockchain, c'est que dans les usages, c'est très utile. Ça va être utilisé, on l'a vu comme la crypto-monnaie, mais en fait, c'est pas le vrai usage de la blockchain. C'est beaucoup plus sur des usages de gouvernance. Donc, quand vous avez des processus de décision complexes à avoir, eh ben, la blockchain est un bon outil pour gérer les gouvernances. J'ai vu un bel exemple sur des problématiques aussi d'échange de données où il faut anonymiser. Donc, vous avez des hôpitaux qui possèdent des donneurs de reins d'une telle typologie. Vous avez d'autres hôpitaux qui ont besoin de ces donneurs-là.
Et il y a une sorte, aujourd'hui, comme les bases de données sont fermées et que les hôpitaux sont pas prêts à donner ces données-là en public, même au sein d'une communauté regroupée, et ben ça se fait justement par la blockchain, où l'un dit moi j'ai un donneur, j'ai un récepteur, si vous avez la paire gagnante dans l'autre sens, je voudrais le récepteur pour tel type de rein et que j'ai le donneur ça, et ben ça crée des paires. Et il y a des startups qui ont émergé autour de ça pour entre guillemets, concrètement ça sauve des vies. En échangeant, moi, si demain Julien a un problème de rein, je veux bien lui donner un bout de mon rein. Mais si on n'est pas compatible, on n'a pas résolu le problème. Et si à la fin ce rein vient de quelqu'un d'autre et que je peux sauver quelqu'un d'autre, la paire est gagnante dans les deux cas. Alors la question est, la formation peut-elle être suivie à distance et depuis l'étranger? Donc oui. Oui, la seule question que je pourrais enfin le seul problème que je pourrais y voir, c'est des questions bêtes, hein, mais ma réponse va être bête, mais si vous êtes sur un fuseau horaire qui est à l'opposé d'une autre, c'est plus compliqué. Moi, ça me dérange pas qu'il soit 2 heures du matin chez vous, mais si ça l'est, faut juste réussir à suivre. Il faut voir aussi que tous nos cours vont être filmés et on va travailler sur du contenu pédagogique pour réviser. Donc c'est aussi un gros avantage, c'est que si demain vous ratez une session, c'est pas non plus la mort. On aura créé le contenu en ligne et vous pourrez toujours réécouter la session. Vous perdez par contre l'interactivité live d'être là comme là on peut le faire aujourd'hui. Donc pas de contre-indication sur être autre que sur notre fuseau horaire tant que vous avez une connexion internet suffisante et vous êtes prêt à vous aligner sur le fuseau horaire de la France pour suivre. Donc la question d'après, c'est quelles sont selon vous les corrélations et les causalités de l'IA dans le domaine de la cybersécurité? Et ça c'est un vrai bon sujet. Julien, t'es inspiré ou je commence avec mon interprétation de la... Moi, ce que j'ai vu, en fait, ce que je vois, je vous remets dans là où j'ai une vraie expertise, c'est dans le domaine de la vision. Donc je précise aussi que dans tout l'exec, on fera venir des intervenants comme Julien. Le but, c'est vraiment vous donner aussi un panel de vision le plus large possible. Donc, il y aura des experts en langage, des experts comme Julien, beaucoup plus dans le domaine startup. On aura des gens du domaine du droit, des gens du domaine de l'éthique qui viendront intervenir. Donc, s'il y a des sujets comme la blockchain ou la cybersécurité qui vous intéressent, moi, j'irai chercher les profils adéquats pour avoir des interventions qualitatives sur ces sujets-là. De ce que je vois, moi, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de foolish neural network. Donc, vous lui faites voir quelque chose qui n'existe pas dans le domaine de la vision. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pixel attack. Donc, si vous prenez la photo vous prenez un screen de mon image, vous mettez un réseau de neurones, normalement qui a bien des entraînés, il vous dit il y a 2 personnes. En modifiant simplement un seul pixel, il peut voir quelque chose qui est complètement différent. Donc, il va peut-être croire qu'il y a un hippopotame sur la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Si demain, vous pouvez changer un pixel et vous mettez vos images dans Google Images, ça peut être en problématique, parce que Google Images va se retrouver à référencer des images que vous voyez d'une certaine manière et que le monde extérieur, que le réseau de neurones voit différemment. Deuxième use case un peu ennuyeux, la voiture autonome de Tesla. Si demain on s'amuse à imprimer des « attention bébé à bord » et que vous lisez « attention bébé à bord » mais que l'IA voit le panneau stop, dès qu'il y aura une Tesla qui va se promener, elle va voir un panneau stop et elle va réagir comme si elle voyait un panneau stop. Et ça aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que donc j'ai suivi des cours là-dessus qui sont assez intéressants, que c'est en fait, si vous savez en Foolish 1, vous savez grosso modo à peu près toutes les avoir. Donc c'est un vrai problème et donc vous vous doutez bien qu'il y a des Google et des Facebook derrière qui lancent des grands challenges internationaux pour lutter, pour rendre robuste aux attaques. Donc il y a tout un jeu qui se développe aujourd'hui entre l'attaque et la défense dans le domaine de l'image. J'ai pas encore vu, mais c'est parce que sans doute ça c'est le biais de ma connaissance qui fait ça, d'IA qui font des attaques. Donc ça pourrait être une gamification, comme vous avez des IA qui jouent au jeu de Go, pour avoir des IA qui jouent à casser votre réseau. Et donc elles auraient pour objectif simplement de faire tomber les choses. Et en soi, je vois pas de limite théorique sur la partie technologique à faire ça. Bon, après sur la partie éthique, ça je vous laisse imaginer le problème associé. Adrien, je suis crevé. Julien, combien coûtera la formation? Donc la formation se vend en module individuel. La formation complète vaut 12 520 €, je crois. Donc ça je vous prenais l'information avec quelques petites guillemets, mais on est sur cet ordre de grandeur. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions sur la partie
commercial de ce programme, de comment aussi il est reconnu. Donc c'est un diplôme que vous recevez, qui est un diplôme reconnu d'État sur TechZec, et il peut être pris en charge par votre CIF CIR, là les aides pour faire des formations. Donc ça, évidemment c'est des sujets que je maîtrise un peu moins, donc je suis désolé pour le bafouillage de fin, mais sachez qu'on a fait le travail nécessaire pour que ce soit le plus abordable possible et vous puissiez y accéder. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Elisabeth et Vincent, vous avez le numéro de téléphone. Vous avez le lien également pour retrouver les informations sur l'Exec Master IA. Et eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à voir Elisabeth avec Vincent et on pourra recréer potentiellement un nouveau webinaire sur les sujets qui vous intéressent. Je vous remercie de votre temps. Julien, je te remercie. Je remercie tout le monde pour l'organisation et puis je vous remercie de nous avoir écoutés.